Nathalie Filion, qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'où c'est venu? D'où vient l'aventure de l'écriture? Un peu la genèse de ça. La genèse, sans doute, c'est d'abord le plateau. J'ai d'abord été actrice. Voilà, je viens du plateau, j'ai une formation d'actrice, j'ai joué comme actrice. Et puis j'ai eu envie d'écrire. Voilà, envie d'écrire, je dirais, le théâtre qui me manquait, je pense. Un théâtre, dans l'époque où j'ai grandi, j'ai un théâtre qui me manquait pour moi de légèreté, de dialogue aussi. Voilà. Et puis très naturellement, j'ai commencé à mettre en scène. Donc voilà, donc aujourd'hui, je préfère me définir comme femme de théâtre, en fait. Et j'écris et je mets en scène. Voilà. Quand tu parles de l'écriture qui te manquait, là tu viens de qualifier un peu ce manque avec cette forme de légèreté et puis aussi des personnages. Mais est-ce que tu pourrais parler peut-être de ce qui te met à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a mis à l'écriture? Ça, cette obligation de rester seule pendant des heures comme ça. Il faut, on le sait, il faut des forces, il faut un désir puissant. C'est vrai. Je crois que j'ai oublié, en fait, ce qui a le début, comme souvent. Mais c'est sûr que c'était une nécessité profonde, quelque chose qui a à voir avec la liberté, je pense. Enfin, je me souviens très bien de la pièce qui a été déterminante pour moi, qui s'appelle Alex le Grand, qui n'est pas ma première pièce, mais c'est une pièce pour laquelle j'ai reçu une bourse. Donc ça a été un moment important. Et j'ai passé un pacte avec moi-même. Je suis partie en résidence. Cette bourse m'a donné accès à une résidence à la Chartreuse. Et mon pacte, c'était de prendre toutes les libertés que je voulais et d'écrire une pièce où il y aurait tous les théâtres dont j'étais faite, dont je suis faite encore d'ailleurs, d'arriver à faire un objet qui contienne tous les théâtres sans avoir à choisir parmi tous les théâtres que j'aime. Le théâtre du quotidien, les vers, la prose, la comédie, la tragédie, l'ordinaire, voilà. Et cette pièce a été Alex le Grand. Et c'est un pacte en fait un pacte de liberté entre moi et moi-même. Ça a commencé comme ça. Et cette pièce a été très importante en fait sur mon chemin, parce que après je l'ai mise en scène, et c'est ce spectacle qui m'a fait émerger, comme on dit, qui s'est monté sans argent et qui a été un succès, en fait, qui a été joué longtemps, beaucoup, et qui a déterminé la suite. Où je me suis dit voilà, c'est ça ma place, c'est d'écrire et de mettre en scène le théâtre qui me manque. Et justement, c'est intéressant cette idée de la liberté qui était à l'origine de ce qui a démarré aussi fortement. Bon, on va pas parler de carrière. Hein, comment tu dirais que cet exercice de liberté dans l'écriture, comment tu la qualifierais? C'est s'empêcher quoi? C'est regarder où? C'est laisser passer quoi? Et est-ce que cet exercice, tu es toujours le nez dessus? La question de la liberté, elle est de plus en plus prégnante, je trouve, parce quand j'ai commencé, il y avait une insouciance. Et que, oui, je pense qu'avec le temps qui passe, l'insouciance est une conquête quotidienne. On est de moins en moins insouciant. Mais par contre, c'est quelque chose que j'essaie de me redonner en permanence. Ça passe vraiment par l'écriture, pour le coup. Je lui fais confiance pour me redonner de la liberté. La liberté qui peut me manquer des fois dans le quotidien ou dans le monde tel qu'il est. Ça reste, c'est une façon aussi de... Ça je crois que je garde ça dans tous mes derniers textes aussi, ce que j'ai donné aussi à Fabula Mundi, c'est de pouvoir, pour la liberté, c'est pouvoir passer d'une chose à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'être enfermé dans aucun sujet, aucune forme, et d'inventer des formes à l'intérieur de la forme, voilà, de me laisser faire par l'écriture, en fait, je dirais, d'initier quelque chose, de lancer, puisqu'il s'agit ça aussi pour parler du processus même d'écriture, de ce qui est du moteur, je dirais de lancer des choses suffisamment problématiques, complexes, et de laisser faire après l'écriture. Voilà. En fait, chaque pièce est vraiment pour moi une aventure. Je ne sais pas
Je sais d'où je pars, mais je ne sais pas où je vais. Voilà. Mais alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement de quand tu démarres? Ou peut-être, si je reviens, la liberté, c'est à partir d'un centre que j'ai initié, de continuer à m'offrir toutes les digressions qui arrivent. Voilà. Après, peut-être faire le tri plus tard, mais pour moi, la digression fait aussi partie de l'écriture. J'aime être surprise par mes propres impulsions, ou par mes propres thématiques, ou par mes propres personnages. Enfin, voilà. Voilà. Pour moi, en fait, c'est un mouvement. La liberté, c'est ce mouvement qui est créé là. Un impulse, quelque chose existe, et c'est ce mouvement qui... Oui, là, je m'autorise tout. Après, des fois, il faut couper. Mais en tout cas, oui, la digression aussi. La digression, pour moi, est importante. Les chemins de traverse. Parce que des fois, il faut partir par là pour parler de ça. Voilà. Oui, est-ce que tu peux nous parler justement de... Quand tu sais, on se demande toujours comment ça commence. C'est l'énigme de la feuille blanche, la fameuse, là. Par où ça commence pour toi? Comment ça commence, une pièce? Il y a 2 temps, en fait, je dirais. C'est d'abord, il y a un magma, je tourne autour de quelque chose, c'est souvent un questionnement, c'est plutôt en forme de questionnement ou de paradoxe, d'une chose complexe, d'une chose qui intègre son contraire. Je ne suis pas quelqu'un de sujet, je ne choisis pas des sujets tout droit. Voilà. La contradiction, par exemple, de mes propres contradictions ou les contradictions de notre monde, de mes contemporains, pour moi, sont un terreau extrêmement fertile. Quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe, de la contradiction. Je tourne autour de ça. Et pour que quelque chose démarre, je travaille énormément le début et je pars d'une situation, en fait. D'une situation qui peut être, qui va contenir il y a toute la tension dramatique. Tant que je n'ai pas trouvé le début, je cherche vraiment. Parce qu'il y a différents processus. Hein, il y en a même qui commencent par la fin. Voilà. Et ça passe beaucoup, c'est par les contradictions, par les personnages eux-mêmes, par les personnages qui portent en eux des contradictions. Pour donner un exemple, par exemple dans la pièce à l'Ouest, qui fait partie des pièces Fabula Mundi, où je voulais questionner le rapport à l'argent, le rapport intime à l'argent, le côté irrationnel du rapport de chacun à l'argent, et aussi le petit capitaliste qui dort en chacun de nous. Voilà. Et j'ai trouvé ce personnage symptôme, Jean, qui est un Français moyen, et qui se sent très pauvre, qui se sent un peu radin, qui est toujours inquiet, qui parle pas d'argent, etc. Puis qui change de médicament et parce qu'il est un peu dépressif, et tout à coup une espèce de forme de Prozac, je sais pas quoi, et tout à coup il devient totalement dispendu. Son rapport à l'argent change totalement grâce, voilà. Par exemple. Donc là, une fois que je tenais ça, j'ai pu partir à l'aventure, je dirais, avec d'autres personnages, etc. Mais je crée aussi des personnages qui contiennent chacun des contradictions. Ça permet d'ouvrir justement plein de portes, de continuer à en ouvrir. Voilà, donc ça part de là, il faut que j'ai le début. Pour Spirit, par exemple, l'autre pièce que Fabula Mundi, c'est je voulais parler, je tournais autour de cette espèce de cette mystique révolutionnaire qui existe en France et dans le monde aussi, voilà, cette espèce de mythe du grand soir, cette chose qui se répète tout le temps, et aussi comment on est hanté par le passé, comment le passé peut parfois déterminer le présent de façon très impalpable, et je ne savais pas du tout par où commencer. Et puis c'est par hasard, c'est en passant devant l'appartement où a vécu Lénine en 1909, qu'à côté de chez moi, dans le 14e arrondissement, je me dis voilà, ça va commencer là, dans cet appartement, aujourd'hui. Voilà. Et là, je savais que je pouvais démarrer la pièce par une chose très concrète. Je cherche toujours quelque chose de très concret au départ. Tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne peux pas démarrer en fait. Mais quelque chose qui contienne un peu tous les, possiblement, je ne sais pas si je suis claire, avec toutes les thématiques qui me travaillent. Voilà. Mais à la fois, tu dis toi-même que, au fond, par exemple, tu n'as pas de plan, tu ne vois pas de gens, de personnages, tu ne vois pas de visage, tu ne vois pas même pas, tu dis, de thématique générale. Tu ne dis pas, tiens, je vais parler
d'un radin, où je vais parler de l'argent, c'est quelque chose qui s'impose à toi, il n'y a pas quelque chose... Enfin, à un moment, ça s'impose quand même, il y a quelque chose qui vient t'envahir, qui vient envahir ton imaginaire. Comment ça se goupille pour tout d'un coup tu t'assois sur ta chaise là? Je pense que je suis poreuse. Donc c'est des questions qui travaillent. Cette question de l'argent, elle est venue très, très simplement à force de baigner dans un milieu qui ne veut pas parler d'argent. Il y a, bon, je ne vais pas donner les détails, mais moi je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est quand même une question qui a été abandonnée par le théâtre contemporain, alors qu'elle a été beaucoup travaillée par le théâtre classique. Enfin, elle n'a pas été abandonnée, c'est toujours l'autre. Enfin, il y a des pièces sur les traders, sur les méchants traders, sur les méchants... Mais sur nous, sur chacun. Oui, oui. Voilà. Donc ça, je pense que ça rodait. Et j'avais plein de raisons de... Quand j'ai pris conscience que c'était un sujet tabou, je me suis dit, allons-y. Et puis, il y a eu la crise de 2008, qui a tout... Alors, je dis, ben voilà, c'est un très bon sujet, le rapport aussi. On est toujours le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un d'autre, etc. De questionner où on en était. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui... D'ailleurs, c'est un sujet inépuisable. Je ne pensais pas que ce sujet était aussi riche. La pièce est devenue aussi plus longue que je ne pensais. Elle aurait pu être encore plus longue, d'ailleurs. Et je pense que je n'ai pas épuisé ce sujet. Voilà. Mais je voulais le traiter au niveau de l'intime, en fait. Voilà. Ça, après, cette histoire-là pour Spirit, par exemple, c'est une phrase d'Edgar Morin qui dit « Une civilisation vit une réalité construite par son imaginaire ». Cette phrase m'a beaucoup marquée et je me suis dit, voilà, j'ai essayé de trouver, je tournais autour de ça et j'ai comment mettre en scène ça dans l'écriture. En fait, l'écriture est déjà une mise en scène, aussi, je dirais. Une mise en scène de questionnement, mise en scène de points de vue différents. Et je m'appuie beaucoup sur les personnages. Quand même. Oui, ça c'est donc une chose qui t'importe dans ton écriture. Mais par exemple, est-ce que tu peux nous parler aussi, puisque tu viens d'évoquer Spirit à l'Ouest, ta dernière pièce, Plus grand que moi, où là tu écris pour... Là, cette fois, c'est un monologue. Est-ce que ça s'impose tel quel? Comment ça arrive? Et que quand on reçoit la pièce, on reçoit effectivement tout un tas de grands sujets d'aujourd'hui à travers une petite bonne femme qui pédale et, dans son appartement. Et il y a exactement cette drôlerie dont tu parles, cette tentative de légèreté, et à la fois d'entrer dans de la complexité. Est-ce que tu dirais que tu manies ça toujours dans tes pièces? C'est très grand et très petit. Tu passes par le petit Oui, moi je crois que c'est dans toutes les pièces. Après, ça se voit plus dans celle-là. Et d'ailleurs, en fait, c'est parce que j'ai voulu écrire pour une actrice, parce que j'ai jamais écrit, enfin, j'écris pas de monologue, j'écris très dialogué. Le dialogue aussi fait partie, pour moi, de l'aventure de l'écriture, de la prise de liberté. C'est-à-dire que quand on commence, je digresse un peu, mais en fait, là, quand on commence un dialogue, un vrai dialogue, on ne sait pas ce que l'autre va répondre. Et donc, moi, je suis beaucoup cette dynamique-là. En fait, et parfois, elle m'emmène. Enfin, c'est vraiment plus moi qui l'emmène. Hein, c'est les personnages, c'est la dynamique même du dialogue qui m'emmène ailleurs. Bon. Là, tout à coup, je vais écrire pour une actrice. Pour moi, c'est pas un monologue. J'ai appelé ça justement solo, et j'ai tout fait pour que ce ne soit pas un monologue, en fait, pour qu'il y ait une polyphonie intérieure, pour que cette jeune femme qui s'appelle Cassandra Archambault soit, comme je pense nous toutes, nous tous, habitée de plein de voies et plein d'hypothèses possibles. Voilà. Et j'essaie de travailler ça dans la forme. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je me mets toujours un enjeu formel, quand je dis un enjeu secret. Qui ne concerne que moi. Alors, plus ou moins secret, mais par exemple, Spirit, tout simplement, j'essaye toujours, excuse-moi, je reviens en arrière, mais j'essaye toujours je me fixe de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà. Donc, Spirit,
je voulais mêler deux époques. Voilà, personne ne me l'a demandé, c'est entre moi et moi, parce que je n'avais jamais tenté ça. À l'Ouest, je voulais partir d'une pièce machine et aller jusqu'à une pièce paysage. Et si mon but était atteint, j'étais contente de toute façon. Après, que la pièce plaise ou pas, c'était, voilà, atteindre mon propre objectif était important. Pour plus grand que moi, justement, je voulais que ce ne soit pas un monologue, que ce soit un monologue non monologuant, un texte, une parole de femme qui soit multiple, en fait. Voilà. Donc c'était tout l'enjeu formel. Qui après, on pourrait ne pas le dire, mais je pense que les gens le reçoivent, même si on ne le dit pas, les gens le reçoivent. Voilà. Mais je dis ça parce que c'est vraiment important pour moi aussi que chaque pièce trouve sa forme, cherche sa forme et la trouve. Voilà, c'est cet équilibre-là. Je ne sais pas si j'en parle bien. Et oui, tu parles aussi souvent de ton, non seulement de ton goût, mais ton désir de garder, on va dire, cette notion de personnage au théâtre qui quelquefois est aujourd'hui discutée ou parfois même mise à mal. On n'aime plus citer les noms des gens, mais des tirets, des ABC. Bon, c'est une chose qui... qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est un endroit d'accroche important? Oui, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée, puisque dans le théâtre contemporain, la notion de personnage peut être est beaucoup parfois abandonnée ou évacuée, et que j'aime ça. J'aime ces pièces qui sont aussi écrites comme ça, qui sont écrites en partition, sans locuteur, et que quelque part peut-être qu'un jour d'ailleurs j'en écrirai. Si je tiens au personnage, alors peut-être d'abord ça vient de mon passé d'actrice, mais c'est aussi tout simplement, là c'est une conviction que pour changer les représentations du monde et les représentations on est aussi là pour ça, on est des artistes d'aujourd'hui. La représentation des femmes, qui est quand même très très incomplète à l'aune du répertoire, il en manque beaucoup. Voilà, il y a quand même beaucoup de nouveaux rôles à écrire pour les femmes, pour les hommes. Ça passe par le personnage, voilà. Ça passe par le personnage. Ça passe par baptiser aussi, c'est tout bête, mais de donner, peut-être aussi parce que j'étais actrice et que je connais bien les acteurs, quand on donne un rôle à un acteur, s'il a un nom qui s'appelle A ou Cassandra Archambault, c'est pas la même chose. Voilà. Et je pense que c'est très difficile de dire « Ah, c'est toi qui as joué, tu étais magnifique dans A ». On ne dit pas ça. Enfin, donc, il y a ça, cette connaissance aussi de cette dimension fictionnelle, quoi, du personnage, du rôle. Mais de nommer presque, comme tu dis, de baptiser aussi. De baptiser. Ça me semble hyper important, en fait. Et aussi d'accepter, alors c'est peut-être un peu... ça peut paraître désuet à certains, encore non, ça c'est encore aussi beaucoup, mais... je pense que l'identification passe par là, en fait. Si on veut, que j'ai aucun mépris pour le phénomène d'identification. Voilà. Et ça me semble important que les spectateurs puissent continuer de s'identifier à telle ou telle figure, et qu'on a besoin, je pense, de s'identifier à des nouvelles figures, des nouveaux personnages. Tout n'a pas été écrit, contrairement à ce que pensent certains. Non, tout n'a pas été. En tout cas, tous les points de vue n'ont pas été donnés, toutes les paroles n'ont pas été données, toutes les voix ne sont pas encore données, et que ça passe par là, ça passe par l'identification. Et l'identification ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de distance ou qu'il n'y a pas de théâtralité. L'identification, c'est pas être collé. Voilà. Donc c'est ça que j'essaye de travailler, de continuer à travailler, voilà, le personnage pour qu'il y ait des identifications possibles. Et qu'elle s'incarne. Ouais. Et en même temps, une mise à distance par la théâtralité, voilà. Parce que je joue beaucoup de la théâtralité aussi, à l'intérieur des pièces. Et tu dirais que du coup, pour toi, comment tu parlerais dans ton travail, tu en as déjà parlé beaucoup, mais de la forme, de qu'est-ce qui t'obsède? Il y a toujours des obsessions pour un auteur qu'il connaît ou qu'il méconnaît lui-même. Mais comment tu pourrais les décrire pour toi? Les obsessions, ça serait cette quête de liberté constante, je dirais. Alors ça passe par déjouer aussi, de désystématiser, de me faire des surprises à moi-même, de créer des
des coups de théâtre dans le théâtre. Je suis vraiment ma première spectatrice, ma première lectrice, je me fais peur toute seule. Je me fais vraiment j'aime la surprise, je m'ennuie jamais, quoi, en fait, toute seule. Et il y a ça, il y a cette obsession du coup de théâtre. Il y a aussi la théâtralité, la spécificité de... j'en parlais ce matin, la spécificité de l'écriture dramatique. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas seulement raconter une histoire, bien évidemment. C'est toutes les questions qui sont posées à la représentation, au plateau, à l'espace-temps, jouer avec l'espace-temps. Ne jamais perdre ça de vue, ne pas me laisser entraîner non plus par une narration, comment dire, linéaire. Enfin, toujours questionner la linéarité. Ça, c'est une de mes obsessions aussi. Et la musique aussi, hein, voilà, on en parle. La musicalité, c'est-à-dire que je peux passer des heures à réécrire, à chercher, à retravailler le rythme, la sonorité, la musicalité. Voilà. Ça, c'est tout le temps, sans que ça se voit forcément. C'est à créer des allitérations, créer une musicalité interne avec une langue qui a l'air presque, qui n'a pas l'air spécialement poétique, je dirais, mais qui est en fait très travaillée, qui peut avoir l'air de la langue parfois, de la langue parlée, mais qui ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose j'adore, ou chercher dans la langue parlée quelque chose à travailler dans la langue parlée, quelque chose de plus tenu, de plus serré, de plus, voilà, de sculpter, ça. Voilà. Difficile en traduction des fois, mais enfin à rendre en traduction. Mais oui, les obsessions, ça serait ça. Et non, mais je dirais c'est ça aussi, c'est la quête de. Enfin, c'est pas une obsession, c'est vraiment une quête, la quête de légèreté dans un monde d'une lourdeur atroce. Donc comment comment s'emparer de sujets graves et pesants et d'arriver à en faire quelque chose de digeste et de recevable pour tous aussi, j'ai envie de dire. Je suis aussi je travaille beaucoup les différents plans. Pour moi, c'est très important d'avoir le premier plan de la fable, une fable très simple, et puis des arrière-plans, plusieurs entrées dans une pièce aussi, qu'il y ait plusieurs entrées possibles. Alors ça peut passer par parler de plusieurs époques, comme dans Plus grand que moi. Les personnes âgées rentrent par là, les plus jeunes rentrent par là. Ça peut passer par écrire justement des personnages d'âge différents, qu'il y ait des identifications différentes possibles. Mais d'essayer d'ouvrir le plus possible, en fait. J'ai envie de dire qu'on ait les références ou qu'on ne les ait pas, qu'on puisse rentrer, qu'il y ait plusieurs portes d'entrée, en fait, dans les pièces. Voilà. Ça, c'est un point hyper important, en fait. Et il y a aussi cette question du théâtre qui est destiné à rencontrer le public. On pose toujours cette question aux auteurs et on y répond avec 1000 détails différents, mais est-ce que tu penses que... as-tu le souci, non pas de ce que tu dois dire, mais de cette adresse, qu'un jour des gens écouteront ça? Est-ce que tu en as le souci? Oui. De leur... Oui. Oui, et de plus en plus, j'ai envie de dire. De plus en plus. Et c'est intéressant cette question parce que c'est une question que je ne me posais pas forcément quand j'ai commencé à écrire, parce que c'était évident d'être dans le théâtre, etc. Et puis plus on avance aussi, plus aussi le théâtre devient un art aussi. C'est l'art de l'image qui a quand même pris tout l'espace et tout. Donc plus on est questionné aussi sur qui vient au théâtre, à qui on s'adresse, qui ne vient pas au théâtre, à qui. Oui, bien sûr, j'y pense tout le temps. Et oui. Mais c'est dans ce sens-là aussi où je dis, je pense tout le temps que j'essaie de faire que qui que ce soit, quel que soit le bagage culturel, le milieu, les références, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, qu'il y ait une entrée possible pour chacun. Je pense y arriver. Alors c'est plus ou moins marquant, hein, il y a et même dans les pièces, je ne
public, par exemple, si par exemple on pourrait dire ça, je veux que les adultes soient inclus aussi, de même que dans les pièces adultes, que les jeunes aient une porte d'entrée, que les enfants aussi aient une porte d'entrée. C'est une quête, mais je suis sûre que c'est possible. Je suis sûre que c'est possible, comme dans la vie. Est-ce qu'il y a, tu vois, il y a des auteurs, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qui s'adressent à l'autre, au fond d'eux, comme pour rompre avec le silence aussi dans lequel on est chacun, et où il y a quelque chose qui s'adresse. Et il y a des auteurs, je dirais qu'ils l'ont moins, c'est-à-dire qu'ils sont happés par des nœuds, des choses en eux qui les traversent, et où la question de l'autre est absente. Et moi, évidemment, connaissant ton travail, je te verrais plutôt de la première famille, c'est-à-dire se souciant aussi, entre guillemets, de délivrer, comme on dirait, un petit peu le réel de son emprisonnement pour en donner un peu d'autre chose, mais que c'est aussi un cadeau à faire, de légèreté, de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui te meut ou est-ce que je me trompe ? Non, bien sûr que non. Après, je crois, c'est tout sauf immodeste, je pense que les choses qui me travaillent profondément travaillent tout le monde, en fait. Voilà. Enfin, les choses, je pense qu'on est reliés. Si on va au fond de nos questions, de la condition humaine, les questions existentielles, je pense qu'on les a tous. Voilà. Enfin, peut-être aussi parce que la philosophie fait vraiment partie de mon existence aussi, enfin, de la métaphysique, etc. Il y a quelque chose, même si les fables sont très simples, mais je pense que dans les pièces dont je parle, les questions qui travaillent les personnages travaillent tout le monde d'une façon ou d'une autre. Me travaille moi et travaille tout le monde. J'ai jamais de surplomb. Voilà, c'est ça. Je n'ai jamais de surplomb. Je ne suis pas plus maligne que mes personnages, de même que je dis aussi aux acteurs des fois, mes personnages ont aussi de l'humour sur eux-mêmes. C'est aussi très, très important ça pour moi. Comme dans la vie, je trouve que les gens qui ont de l'humour sont quand même les gens les plus fréquentables. Les gens qui n'ont pas d'humour, c'est quand même... et souvent, je me vois dire aux acteurs aussi, mais le personnage, il a de l'humour aussi sur lui-même. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous relie. Moi, j'ai ça, mais plein de gens ont ça. Je rentre en communication au quotidien avec plein de gens comme ça. Donc, je n'ai aucun surplomb. Ouais. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. Très important. Et j'ai de leçons à te donner à personne, surtout aussi. Et dans l'écriture, ça peut aller vite aussi. On peut être tenté de vouloir conclure ou je ne sais pas, voilà. Condamner, dénoncer. Enfin, tout ça peut arriver dans l'écriture. Oui, mais je crois en fait que je suis très attachée, et c'est pour ça aussi que je reviens au personnage, aux contradictions, à la différence, à la confrontation des points de vue. Je crois que c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'écriture dramatique, c'est la possibilité d'interroger un sujet ou une thématique avec plusieurs points de vue possibles. Ça peut passer par les différents personnages, mais à l'intérieur d'un personnage, d'une personne elle-même, il peut y avoir aussi deux points de vue, ce que j'appelle la contradiction, le paradoxe. C'est ces mouvements-là que je cherche, que je cherche dans l'écriture, qui existent dans la vie et que j'essaye de cristalliser dans l'écriture. Mais est-ce que tu penses justement, alors de façon plus générale, que le fait d'être en contact avec la contradiction, ce qui est l'essence même de l'écriture, mais fondamentalement de celle que tu cherches, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir vivre dans la contradiction. Je suis pas sûre. Non. Je sais pas. Parce que plus ça va, plus je me demande ce que c'est que la liberté. Je pense que c'est pareil, c'est une quête, c'est un exercice, c'est des tentatives. Je sais pas. Je sais pas. Et est-ce que, par exemple, tu penses que, par rapport au théâtre que tu écris, mais est-ce qu'il y a une notion aussi que on espère secrètement quelque chose
peut-être de la réception, pas en tant que reconnaissance, mais qu'est-ce que tu espères leur faire? Ah, aux gens? Oui, à ceux qui vont lire et à ceux qui vont surtout... Bah, c'est très naïf, hein, ma réponse, ça va être super naïve, hein, mais j'assume totalement. Donner de la vitalité et de la joie de vivre, voilà. Non. Vraiment. Après, bien sûr, ça passe par toucher plein de choses, mais mon but secret, c'est ça. Et c'est de provoquer aussi, de provoquer du dialogue après. De dire, c'est pas fini. Une pièce ne finit rien. Une pièce, elle commence quelque chose. J'ai des fins très ouvertes. On me l'a beaucoup reproché au début. Maintenant, on me fout la paix. Mais à dire, mais c'est pas fini, non. Parce que je pense que l'histoire continue dans la tête des gens, dans la tête des spectateurs. Et oui, en plus, je dirais, plus le temps passe, plus pour moi, c'est essentiel. J'ai un but qui est de ne pas désespérer la génération qui suit, d'abord. Comme on a essayé de désespérer la mienne. Et j'ai résisté. Voilà, donc oui, c'est ça, c'est de bouger aussi, de bouger les gens. Le verbe émouvoir est très, très, très ouvert, en fait. Émouvoir, c'est bouger, c'est pas, il y a plein, voilà, de bouger quelque chose, mais c'est aussi bouger les acteurs, bouger le plateau, de travailler aussi sur les énergies. C'est pour ça que je parlais aussi de la musicalité. Je pense aussi tout ça, et c'est pour ça que la caméra jamais ne donnera ça, jamais. Ces énergies, ces échanges d'énergie, de vibrations entre la scène et la salle, l'énoncé. Ouais, bouger quelque chose. La joie de vivre, oui, la joie de vivre, d'être au monde, c'est une des 5 émotions primitives. Hein, c'est que je dis, la joie, c'est pas c'est pas un truc en plus, quoi. C'est une des 5 émotions primitives d'un nouveau-né, quoi. C'est avec ça qu'on tient. C'est avec ça qu'on tient. C'est une joie profonde dont je parle, quoi. Et faut aller la chercher. C'est pas. Oui, en ce moment en plus. Oui, de tout temps, oui. Oui, de tout temps, je pense. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, on en comprend enfin la nécessité vitale, que c'est pas, que c'est vital justement pour pouvoir se battre contre toutes les hostilités. Mais alors, par exemple, dans ton travail d'écriture, généralement, tu lis plein d'autres gens, et les œuvres comme ça, très sombres, très violentes, elles nourrissent ton écriture par ailleurs ou pas du tout? oui et non. Heureusement, je ne demande pas. Enfin voilà, c'est là, je pense, qu'on est tous singuliers et que le noir pour noir, j'en abuse pas. Non. Peut-être parce que je suis très sensible, justement. Je ne peux pas me payer ce luxe, je dirais. Mais ça me ramène à ma question du début, sur la liberté, tu vois. Et après aussi, je voudrais venir justement sur ce corps des femmes qui n'était pas très apparent au théâtre, où il y a trop peu de choses qui sont racontées sur les femmes que nous sommes aujourd'hui. Donc tu t'en soucies, comme tu as dit, je me mets rien dans la tête d'avance, mais tu es aussi pleine de choses qui t'intéressent, c'est-à-dire ce dont on vient de parler, mais aussi, non pas la cause des femmes, mais la place des femmes. Donc qu'est-ce que tu en fais? Et troisièmement, si on te commande un texte, par exemple, sur une thématique violente, ou est-ce que la commande, par exemple, est quelque chose que tu aimes faire? Puisque c'est pas toi qui regardes au départ. On te donne un thème. Oui, pourquoi pas. Moi, je pense toujours ça comme un jeu. Et puis, oui, je trouve la contrainte toujours très intéressante parce que c'est aussi comment on se glisse dans. Parce que c'est la vie aussi, je veux dire, la vie est contrainte. Donc voilà. Et comment on trouve sa liberté, comment on exerce sa liberté dans la contrainte. Ça, c'est un exercice quotidien. Donc ça, dans ce sens-là, ça m'intéresse, de toute façon. Et on peut mettre de l'humour et de la légèreté partout. Partout. Donc c'est mon petit combat.
Après, ça ne veut pas dire que... Enfin, ouais, je pense qu'il y a des choses sans doute que je n'accepterais pas. Dans cette liberté, la commande pourrait te précipiter dans ton geste d'écriture vers quelque chose qui n'est pas dans ce cadre que tu viens d'écrire, que tu aimes, qui t'obsède et qui te tient dans ton travail. Non, parce que la commande, c'est une liberté, c'est pas, on commande, enfin, je n'aime pas ce mot, en fait. Je trouve que le mot, il induit quelque chose. On ne commande rien à personne. Quand, non. Je te parle de ça pour ce qu'il y a aujourd'hui dans l'écriture, où il y a des thèmes. Ouais. On nous demande de quoi parlent nos pièces, il faut qu'il y ait un thème, et les commandes, elles sont à thème. Et comme c'est un petit peu à l'envers de ton processus d'écriture, c'est pour ça que je t'interrogeais là-dessus. Il y a toujours moyen de trouver sa liberté dans la contrainte, d'une part. Et quand je parle pour qu'on soit clair aussi sur ce terme de liberté, je ne crois pas à la liberté absolue, c'est une quête. Et même je dirais que je sais qu'en fait, il y a des... je ne crois pas non plus... pour ça, je voulais parler plus enfin, la liberté, c'est l'écriture, c'est pas les thématiques ou tout ça. La liberté, c'est l'écriture. On est dans un pays faussement libre. Enfin, je veux dire, l'autocensure fait son travail pour tout le monde. Les tendances sont... on subit tous des tendances. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. On a tous et toutes intégré ce qu'il faut faire aussi pour survivre. J'ai gardé vraiment... je pense toujours qu'il y a une petite forme, même dans nos pays, de petit totalitarisme de pensée, de bien-pensance aussi, hein, et dans nos milieux. Moi, je vis avec ça. Quand je parle de liberté, je ne me raconte pas d'illusions. Non, on ne peut pas tout dire. Ça, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Et c'est peut-être pas intéressant. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut, voilà, quel sens ça aurait de tout dire ou c'est ça que non. Là, quand je parle de la liberté, pour moi, c'est l'imaginaire en fait. C'est la création. C'est ça la liberté, au fond. C'est de se mettre en mouvement pour faire sortir du néant quelque chose qui n'existait pas avant. Ça, c'est la liberté. Déjà, moi, ça me suffit et ça me console quelque part de beaucoup de choses. Parce que tout le monde là un peu en étendard. Pour ça, peut-être c'est un mot qui induit. Au fond, je m'en méfie autant que je l'aime. Et justement, pour revenir aussi sur ce que tu nommes très bien, il y avait ça beaucoup d'intérêt, cette histoire de faire qu'il y ait des personnages féminins qui ne soient pas des ABC ou des tirets, pour que... Non mais on l'entend très bien, comment tu le décris. Pour qu'on puisse y faire référence. Par exemple, est-ce que tu rêves secrètement d'écrire Bérénice, une Bérénice qui serait celle qu'on aimerait jouer au conservatoire, ou l'Antigone, qui est le seul truc qu'on présente au conservatoire pour les filles, parce qu'un peu, il y a de la place dedans. Tu vois, est-ce que... Bien sûr, mais déjà, il y a des choses qui sont un peu passées dont je suis très heureuse. Par exemple, plus grand que moi, Cassandra Archambault, cette Cassandra Archambault, ce personnage-là, il devait créer à Tel Aviv, le Covid va tout retarder, mais Buenos Aires, Tel Aviv. J'ai aussi reçu des lettres de jeunes femmes qui m'écrivent Cassandra Archambault, c'est moi. J'adore ça. Enfin, c'est hyper touchant et ça raconte cette figure-là. Parce que cette Cassandra, juste pour ceux qui n'ont pas lu donc la pièce, là, c'est justement cette figure de jeune femme d'aujourd'hui, jeune et pas non plus toute jeune non plus. Elle peut être, c'est une femme qui parle du monde et sans référence ni à un père, un frère, ni un homme. Ce qui déjà, il n'y en a pas au final rien que ça. C'est basique, mais il n'y en a pas tant que ça. Des textes où il y a une figure de femme qui parle du monde et qui réfléchit ou qui parcourt. Le monde de sa pensée, de son corps, de ses émotions, etc., sans référence, comme c'est sans référence aux hommes.
sans pour autant les exclure, mais voilà, il y a ça. Madeleine aussi, là, à l'Ouest, ça a été vraiment ça, Madeleine, ces femmes, ça a été aussi un des moteurs d'écriture. Je voulais écrire un rôle de ces femmes qui ont 60 et quelques années, qui ont des petits-enfants et qui ne sont pas des mamies au sens des femmes comme on en connaît tous et toutes, qui sont incroyables, qui sont encore renoncées à rien, qui sont encore belles, séduisantes, qui tiennent tout le monde, qui sont actives, etc. et qui ont des petits-enfants. Voilà. Et ça, c'est incroyable, parce que ça on a touché, on l'a senti en la créant aussi la pièce, c'est vraiment un type de rôle et de figure qui manque, voilà. Et on l'a vu parce que la représentation, quelqu'un qu'on appelle mamie, alors qu'il y a des mamies absolument sublimes aujourd'hui, voilà, et qui ne sont pas des mamies nova là, avec les, on a eu ces problèmes avec les affiches dans un certain lieu où il n'y avait aucun moyen de faire. L'illustrateur en faisait une mamie de mamie nova avec un tablier, des bigoudis. Non, on dit non, justement. Bon, voilà. Ça c'est intéressant parce que c'est un tout petit rien, mais c'est-à-dire que ces femmes-là existent dans la vie, elles ne sont pas représentées sur le plateau. Voilà. Ou de même que ces femmes, ou dans Spirit, des femmes qui vont passer la soirée entière à boire, fumer des clopes et discuter politique, on en connaît plein, on fait ça avec les copines, il n'y en a pas dans les pièces. Hein. Donc c'est vraiment cette chose-là, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça finalement, ce qu'il y a à faire bouger. Mais c'est très compliqué, il faut des leviers. Ce n'est pas lu, ce n'est pas vu. Ce n'est pas vu encore comme un manque. Est-ce que tu penses que, justement, il y a le processus d'identification possible, du coup, des femmes à ces nouveaux personnages qui commencent à apparaître quand même, malgré tout, et à ceux que tu travailles à faire apparaître surtout. Ils ont ils ont un pouvoir de changer des choses. Sûr. Les représentations, encore une fois. Le théâtre n'a pas le pouvoir de changer le monde, mais il a le pouvoir de changer ses représentations. Et c'est même sa fonction. Donc je pense que c'est à ça qu'il faut s'atteler. Voilà. Et c'est aussi par la fiction. Parce que le pseudo-réel, c'est vrai qu'on ne va pas ouvrir le dossier, c'est une chose, mais la fiction a une fonction de modèle et de construction, en fait, de construction du monde. Et moi, c'est ça que je ne lâche pas. Alors, tu écris d'autres femmes et d'autres hommes? Ben oui. Ben oui, parce que ça concerne aussi les hommes. Après, c'est vrai que là, je m'attache un petit peu plus aux personnages féminins parce qu'aussi on manque de rôle pour les actrices, donc je pense aussi à ça, tout simplement. Mais dans Spirit, j'ai aussi écrit un rôle de jeune homme d'aujourd'hui, hein, parce que aussi ils ont besoin les hommes aussi ont besoin d'être représentés autrement, quoi. De sortir de leurs assignations. Voilà. Mais ils existent en fait, tout ça existe, c'est juste il faut le porter. Faire apparaître. Oui, faire apparaître. Et je pense que c'est la fiction qui fait apparaître vraiment ça. Et peut-être aussi juste parler dans l'écriture, est-ce qu'il y a des choses, dans ton travail d'écriture, est-ce qu'il y a des difficultés que tu connais, ou est-ce qu'il y a toujours le plaisir d'écrire? Est-ce que tu as du plaisir? Ou est-ce que... Les deux, mon caporal. Voilà. Il y a des moments vraiment formidables, oui, de plaisir intense. Et Qui sont dus à quoi? Pourquoi c'est plaisant quand c'est plaisant? Ben, c'est quand ça s'écrit, comme dit l'autre. Quand je n'écris plus, quand ça s'écrit. Et ça, c'est merveilleux. Et quand ça me surprend, quand la fiction m'embarque, quand les personnages m'embarquent, quand apparaissent des choses qui sont en fait, qui couvent dans le magma qui est au départ d'une pièce, dans le magma inconscient de thématiques, d'obsessions, etc., et que quelque chose apparaît. En fait. C'est vraiment plus j'y pense, je veux dire, en fait, la liberté, elle est dans l'acte de création.
Et pas ailleurs. Ça c'est des moments de grand plaisir. Et puis après, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de moments qui sont très pénibles et je préfère pas en parler. Enfin, c'est pas, c'est voilà. Comme pour tout travail aussi, je dirais. Mais tant que ça s'équilibre, c'est toujours ça. Tant qu'il y a plus de plaisir que de... Parce qu'il y a des écrivains qui disent qu'ils n'aiment pas écrire, mais qui écrivent. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de plaisir aussi, à écrire, oui. mais qui écrivent, hein, tu vois, ce qui n'est pas ton cas. Ouais, mais je crois que c'est pas... En fait, c'est même pas là. C'est même pas là. Je crois qu'il y a... Moi, j'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots pour ça. Je crois que je n'ai pas de mots pour dire est-ce que c'est du plaisir ou de la souffrance. Je sais pas. Ça ne correspond... C'est pas ces mots-là. Et c'est peut-être là où c'est vraiment... Il y a une nécessité, c'est une vraie nécessité, en fait. Et que la nécessité, elle échappe au plaisir ou à la souffrance. Elle est ailleurs, elle est à côté. De même, quand on me dit, alors, tu es heureuse? Mais qu'est-ce que le bonheur a à voir là-dedans? Par contre, de se sentir entière ou de se sentir remplie par la rencontre avec le phénomène d'écriture, en fait. C'est... oui, ça c'est très... Ça agrandit, je trouve. Voilà, ça agrandit la vie, c'est tout. Et peut-être aussi, est-ce que tu souhaiterais dire un peu qu'est-ce que ça t'a apporté, toute l'aventure de Fabula Mundi? Fabula Mundi, c'est... tu vois, c'était un projet pour moi parce que je suis... Avant Fabula Mundi, j'étais déjà tellement européenne dans ma constitution, dans le fait que voilà, dans ma curiosité à tous ces pays, voilà, à cet espace-là, aux langues, je parle plusieurs langues. Enfin, j'ai toujours été extrêmement curieuse de savoir comment ça se passait à côté. Donc c'était un projet pour moi. Ça m'a fait, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est de devoir me positionner tout à coup, non pas hexagonalement, mais face à des partenaires d'autres pays, dans d'autres langues, face à d'autres auteurs. Et il y a quelque chose qui m'est venu, puisque c'est ce qui s'est passé avec les 3 pièces là, que j'ai citées. Je les appelle mes pièces européennes, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, elles voyagent en Europe et aussi hors d'Europe, mais je me suis rendu compte que ces 3 pièces qui sont situées, ancrées très précisément à Paris, en France, aujourd'hui, etc., voyagent extrêmement bien et parlent au-delà des frontières. Alors ça, c'est vrai, je me dis, c'est donc qu'on a bien, c'est donc que j'ai touché à des choses qui sont existentielles et que les références qui sont dans ces pièces-là, parle aussi plus largement. Et ça, je pense que c'est hyper important. Enfin, ce que j'espère, c'est un petit peu l'utopie de Fabula Mundi, de dire aussi, est-ce qu'on peut écrire, voilà, enfin, est-ce que les artistes peuvent s'emparer de cet espace européen qui n'est pas que, puisqu'on critique toujours la bureaucratie, Bruxelles, etc. Mais l'Europe, elle doit être faite par les Européens. Voilà. Et c'est nous, les Européens, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est à nous de le faire. Je pense que la question des récits européens est hyper importante. Donc j'espère vraiment que ça va se prolonger. Et je me dis, j'appelle très, très fièrement ces pièces-là des pièces européennes. Et c'est pareil, ça m'élargit aussi. Ça m'élargit. C'est quand même formidable de voir ces pièces changer de langue et changer de pays. C'est quand même quelque chose de magique, je trouve.